moi je suis tout à fait honoré d'avoir été invité. C'était trop honorable que je vienne, mais je suis tout à fait honoré d'avoir été invité. Surtout que j'ai pas affaire à n'importe qui. On a eu une petite conversation au téléphone avec votre proviseur qui m'a dit vous allez voir, ils vous surprendront. Alors donc, avec un public pareil, je vais essayer d'être à la hauteur. Et puis on va faire les choses simplement. Alors apparemment, on a une tranche d'1h30, ce qui est pas mal, hein. Donc on va essayer de m'arrêter avant pour qu'on puisse avoir un échange. Hein, bon. Alors écoutez, on a posé la question qui m'a été posée, c'était la situation stratégique d'Israël. Alors il est évident qu'on va essayer, l'exposé que je vous fais là, je l'aurais fait à un public adulte et même peut-être à un public d'experts. Hein. C'est pas un exposé au rabais. Ça risque d'être un petit peu lourd, donc j'espère que vous allez avoir la capacité de garder votre attention. Et on est sur des sujets qui sont des sujets, comment dirais-je, qui nous concernent tous au niveau du cœur, je vais dire, quelque part. Hein, parce que les enjeux, c'est quand même Israël. Et Israël, c'est quand même aujourd'hui, je dirais, dans le monde, le premier signe juif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, la situation stratégique d'Israël. Écoutez, là c'est le plan. Alors le plan, je vais vous dire de quoi je vais vous parler. On va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire la situation stratégique, la définir simplement. Ensuite, on va parler, c'est à l'intérieur en fait de la situation stratégique, essentiellement des alliances d'Israël et de la cohésion interne d'Israël. Vous verrez que dans le dispositif qui fait qu'un pays est, enfin, pour déterminer sa position stratégique, sa force stratégique, sa pérennité, les alliances et la cohésion interne jouent un rôle absolument capital. Et on va travailler ces questions qui sont assez délicates. Ensuite, on va parler essentiellement de deux problèmes lourds, qui sont d'actualité, le second plus lourd que l'autre. Le premier, c'est la rupture, vous savez, des négociations de paix qui ont lieu sous l'égide de Kerry depuis juillet dernier, et qui devaient se terminer, qui se sont terminées quelque part le 29 avril. Et puis la deuxième question, alors là elle est encore plus lourde, et elle est capitale, c'est celle de l'armement nucléaire iranien. Il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on comprenne ce qu'il y a derrière, et je vous expliquerai quelque chose, une initiative qui a été faite par quelques amis et moi sur ce sujet-là. Voilà le sujet. Alors, la suite, c'est... avant les particularités de la situation stratégique, qu'est-ce que ça veut dire la situation stratégique? Si on parlait de la France, on va essayer de raisonner en faisant une comparaison avec la France. Si on parle de la France, c'est qu'on parle de sa situation stratégique. Qu'est-ce que c'est la situation stratégique de la France? On va parler de sa position comme carrefour, n'est-ce pas, en Europe, avec des façades maritimes. On va parler, je ne sais pas moi, de son arme nucléaire. On va parler des engagements qu'il a en Afrique. Il y a des problèmes stratégiques pour la France aujourd'hui, avec ce qui se passe au Mali, avec ce qui se passe en Centrafrique. Il y a peut-être un risque d'enlisement. Vous voyez, on parlerait de choses comme ça si on parlait de la situation stratégique de la France. Mais quand M. Zenou m'a demandé de parler d'Israël, c'est pas de ça dont il est question. C'est pas de ce genre de problème dont il est question. La question qu'on se pose tous à chaque minute, c'est quoi? C'est est-ce que Israël va survivre? Donc c'est pas une question de quelle position j'ai, est-ce que je fais pas une erreur, etc. C'est est-ce qu'on va survivre? En fait, c'est ça qu'on a tous au fond de la tête. D'accord? Alors, c'est une question qui a l'air tragique, qu'on peut prendre à la rigolade entre guillemets. Je me rappelle d'une conférence que vous avez fait à un ancien ambassadeur d'Israël, en Israël, c'était en 2004. Il nous faisait une conférence sur il y avait un projet à l'époque de retrait de Gaza et les Israéliens votaient. Donc en Israël c'était terrible, tout le monde s'affrontait, c'était très très vivant d'ailleurs. Et ah voilà, c'est le café. Merci. Merci beaucoup. Devant c'est peut-être pas l'idéal. Oui, c'est pas l'idéal pour la bouteille, ouais, ça. On va la bouteille. Et donc je disais qu'il nous avait donc accueillis et c'était un moment difficile. Et donc on lui avait dit, il y a un péril, il y a un terrible péril actuellement, parlez-nous-en. Et il nous avait dit, écoutez, moi je suis en Israël depuis avant 48, et tous les matins, il y a un péril extraordinaire, vous voyez. Donc il voulait dire, pour nous, ce qui se passe aujourd'hui, ben, c'est ce qui se passait hier, avant-hier, et demain peut-être. Donc il considérait ça comme complètement, quelque part ordinaire, ce qui était très sympathique, ça permettait de désangoisser, de rendre la relation plus simple. Le problème, c'est qu'il avait tort. Pourquoi il avait tort? C'est qu'on était en 2004, avant le retrait de Gaza. Et la décision qu'a prise Israël sur le retrait de Gaza, bonne ou pas bonne, je ne vais pas la trancher ici, mais elle a eu des conséquences sur Israël considérables. Puisque avec le retrait de Gaza, Israël se retrouve avec un nouveau front qui est ouvert, avec une menace
militaire majeur, etc. Donc c'était une question effectivement stratégique. Et bien, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on est dans une échéance, où on est dans une circonstance qui est particulièrement délicate. Et on va voir pourquoi ensemble. J'espère qu'on arrivera au bout. Alors, ce que je cherche, c'est pas à vous parler d'un tas de choses, parce que c'est à essayer de vous faire percevoir des choses peut-être simples, mais qui font la particularité d'Israël, et qui fait que quand on pense Israël, on ne peut pas penser Israël comme on pense à notre pays. Vous voyez? Pas parce qu'on a envie, mais parce que c'est comme ça. Alors, première idée pour Israël dans cette situation stratégique, Israël n'est pas n'importe où, il est dans une zone géographique, je l'ai écrit là, particulièrement instable. Ça veut dire quoi? Alors là, ça ne marche plus, ça va marcher. Alors, particulièrement instable, c'est quoi? Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a aujourd'hui des printemps arabes, et des printemps arabes, c'est quoi? C'est des insurrections, c'est des régimes qui sont fragiles, c'est des... Bon. Donc, vous avez des conflits avec, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, un certain nombre de pays qui vont être les pays leaders, par exemple la Turquie, ou par exemple l'Iran. Il fut un temps l'Égypte, mais aujourd'hui l'Égypte a tellement de problèmes qu'elle se met un peu en retrait. Donc, vous avez une reconfiguration très souvent, parce que c'est une zone instable, une reconfiguration des forces dominantes. Bon. Vous avez aussi là-bas, dans cet endroit-là, quelque chose qu'il n'y a pas partout, c'est la culture de la violence. Et ça, c'est quelque chose de réel. Je veux dire réel, y compris pour les populations. Par exemple, ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Vous avez entendu parler des crimes d'honneur. Cette chose horrible qui fait que c'est un legs tribal, hein, c'est pas un legs religieux, qu'une famille dont la fille n'a pas épousé ou a été vue en compagnie d'un homme qui n'est pas son époux, eh bien la famille est obligée de la tuer parce que c'est son honneur. Ce sont des choses absolument horribles, mais qui arrivent dans le monde arabe, mais qui sont extrêmement fréquentes dans cette zone-là. Vous voyez, c'est une culture de la violence, donc on n'a pas affaire à des gens qui sont des Luxembourgeois ou des Belges, hein, c'est autre chose. Hein. Bon. Important aussi, c'est le choc démographique. Ça veut dire quoi le choc démographique? C'est qu'il y a une très grande poussée démographique après la guerre. Vous savez, ceux qui font de l'économie, vous savez comment ça se passe, la transition démographique. Hein, il suffit de vacciner un petit peu, des choses comme ça. On va avoir une explosion de la natalité sans que la mortalité suive. Donc on a une explosion démographique. Et les sociologues ont vu une voie très claire. C'est que la fraction de la population 15-25 ans dans une population, ce groupe d'âge, quand il dépasse un certain volume, eh bien, toute la société est facilement déstabilisable. Pour vous donner un exemple, l'Europe a connu un baby-boom, vous savez, après la guerre. Bien sûr, hein, pour l'économie là. L'Europe a connu un baby-boom, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que 20 ans après, on a eu les événements de mai 68. Mai 68, mais ça n'a pas été seulement en France, ça a été aussi en Allemagne, etc. Ça veut dire que ce groupe d'âge était très nombreux à cette époque-là, et donc la société était instable. Donc, c'est un élément d'instabilité. Il y a aussi, alors on ne va pas voir les choses aussi précisément, sinon on reste toute l'après-midi, le choc culturel avec la modernité. Le monde du Proche-Orient souffre énormément de quoi? De la condition qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, il n'y avait pas de miroir, c'est-à-dire que les gens étaient pauvres, les gens vivaient dans des conditions épouvantables depuis des générations de façon immémoriale, mais aujourd'hui ils ont Internet, aujourd'hui ils ont la télé, ils voient que c'est possible, que quelque chose d'autre est possible. Il y a un choc de la modernité, de la modernité qui les stresse, qui complique les problèmes, qui leur ouvre aussi des perspectives, mais qui crée une instabilité profonde. Il y a, quand on étudie un petit peu les textes arabes intéressants, parce que vous avez des textes arabes qui sont remarquables, eh bien on voit à quel point ils se posent des problèmes sur eux-mêmes, à quel point ils doutent. Et ce doute est très fécond, c'est une excellente chose. Mais enfin, on est quand même... Alors à part ça, vous avez une pauvreté galopante, c'est-à-dire qu'elle s'augmente, pas voir en détail, des économies paralysées. Voilà. Alors, dans cette zone instable, où les guerres sont innombrables, où les régimes sont fragiles, etc., eh bien, Israël, il est là, il est au milieu, et Israël est perçu universellement comme étranger, comme infidèle, puisqu'on est musulman, il est infidèle, et il a fait intrusion dans une ère de pouvoir musulman. Donc, fondamentalement, il y a un problème pour accepter Israël, d'accord, qui est très profond. Et donc ça devient quelque chose que j'ai appelé l'ennemi indispensable. Vous voyez la photo de ce monsieur? Je pense que vous ne voyez peut-être pas qui c'est. C'est un monsieur qui pour moi est un homme important, bien qu'il ait été extraordinairement critiqué. C'est Samuel Huntington.
Samuel Huntington, c'est-à-dire un Américain qui a écrit entre autres Le choc des civilisations. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais j'ai voulu vous donner une citation dans laquelle il dit « Tous ceux qui sont en quête d'identité et d'unité ethnique ont besoin d'ennemis. » Vous voyez, l'idée d'avoir besoin d'un ennemi, ne fût-ce que pour conforter son identité, mais aussi éventuellement conforter un leadership. Donc une bonne partie, si vous voulez, des accusations d'Israël, là-bas, ce sont des accusations de la part de gens qui cherchent une identité, qui cherchent un pouvoir. Vous voyez, c'est souvent pas la substance, c'est-à-dire que l'accusation en elle-même, ils n'y croient pas eux-mêmes, mais c'est quelque chose qui fait l'unité et qui conforte l'identité. Voilà. Alors, la conséquence, c'est qu'Israël est soumis à un défi existentiel permanent. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Pour la raison suivante. Vous avez des gens qui, sans qu'on s'en aperçoive, je veux dire de façon subreptice, traitent Israël comme s'il s'agissait du Luxembourg, de la Belgique, de Singapour, je ne sais pas quoi. Et donc, on vous parle des conflits qu'il y a là-bas, ou on vous parle des compromis à passer, etc., comme s'il s'agissait d'une affaire à régler entre, je vous dis, les Belges et des Luxembourgeois. Et le problème, c'est que c'est absolument pas ça. Et donc, il y a toujours, quand on parle d'Israël, une charge qu'on ne trouve jamais dans les autres relations internationales. Et on va s'en apercevoir tout de suite. Mais il faut vraiment avoir ça en tête, parce que ça ne va pas de soi. Hein. Quand on lit des textes, vous avez des gens qui dédramatisent, qui étalent la réalité, mais en l'étalant, ils la déforment radicalement. Alors, les déterminants de la situation stratégique, puisqu'on m'a demandé de parler de la situation stratégique quand même. Alors écoutez, j'ai mis quatre éléments ici. Les ressources, les alliances, la cohésion interne, l'image. Alors on pourrait faire un cours là-dessus. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas surtout que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, chaque fois qu'on a un paramètre, il faut le confronter à cette situation de contestation existentielle d'Israël. C'est-à-dire que par exemple, si je prends les ressources, je crois que j'ai rien mis sur les ressources. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les ressources d'Israël? Bon, c'est un tout petit pays, vous savez, 21 500 km², si vous ajoutez... C'est pas ça? Non, gaz et pétrole pour les ressources. Ah non, non, les ressources, c'est tous les moyens qui fondent la force. Donc c'est le territoire, c'est la population et la qualification de la population. Mais dans les ressources naturelles, alors pour les ressources naturelles, bah, par le gaz, Israël, c'est une économie aride, enfin, etc. D'accord? La technologie aussi du pays. Oui, alors la technologie, c'est lié à la qualité de la population active. On a une population active dont une partie est très hautement qualifiée et qui est extrêmement motivée, ça compte aussi ça, hein, extrêmement motivée, très très combative, et donc avec des méthodes aussi de travail, de fonctionnement, pas du tout fondées sur la hiérarchie, mais fondées sur la discussion et fondées sur la contestation. Un des trésors d'Israël, c'est le fait que le subordonné puisse envoyer promener son supérieur et lui expliquer que le supérieur a tort, et le supérieur écoute. Ça, c'est une particularité d'Israël. Si jamais les pays arabes avaient ça, je vous affirme qu'ils connaîtraient une explosion économique et de prospérité. Voilà. Donc il y a toute une série de facteurs qui rentrent là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, vous allez dire que j'ai pensé que j'ai l'esprit un petit peu... Ce qui m'intéresse, c'est que Israël, c'est le seul pays dont on veut réduire les ressources. D'accord? Parce que, qu'est-ce que c'est la réduction des ressources d'Israël? Eh ben, c'est le BDS, vous avez entendu parler du BDS. Boycott, sanctions, désinvestissement. Désinvestissement, ça veut dire on donne des investissements, donc on crée une situation d'isolement économique, ce qui est la pire des choses pour un pays qui se développe. D'accord? Donc, quand on pense ressources, on pense que c'est le seul pays au monde, je pense, aujourd'hui, dans lequel, je ne crois pas que la Corée du Nord, il soit question de lui fermer tous les robinets ou de lui couper les marchés, etc. C'est Israël. Vous voyez? Donc, c'est cette particularité d'Israël qui apparaît ici. Alors, on va voir ça de façon plus précise. Voilà, donc je dis, les paramètres doivent toujours être envisagés au prisme du défi existentiel permanent qui pèse sur le pays, et puis de la culture de la violence aussi. Tout ça, ça intervient dans chacun des éléments, vous allez voir. Donc, les alliances. Alors les alliances. Alors j'ai écrit quelque chose de très bizarre. Je commence par les États-Unis. Bon, les alliances d'Israël, je ne sais pas quoi vous pensez, mais la première alliance à laquelle on pense, c'est les États-Unis. La seconde, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est l'Europe. L'Europe, c'est quand même le pays d'où sont venus ceux qui ont construit Israël au départ. Hein. Il n'y a pas que, mais ça s'est construit comme ça. Et puis dans le reste du monde, il y a effectivement des alliances. Israël aujourd'hui a des relations extrêmement positives avec la Chine, avec l'Inde, avec certains pays d'Afrique. Enfin bon, voilà. Donc Israël a des alliances. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même les deux alliances stratégiques, parce que moi j'ai en tête, quand je pense alliance, j'ai en tête le défi existentiel toujours. Donc on pense aux États-Unis. Ça va de soi. Hein. Et puis j'écris à côté quelque chose de bizarre, ami-ennemi. C'est-à-dire qu'on va voir
je vous dis avant on va voir que les alliés d'Israël, ce sont des drôles d'alliés. Ça veut dire d'un côté, ils sont alliés, et de l'autre côté, ils sont ennemis. Et les deux en même temps. C'est bizarre. On en discutera éventuellement tout à l'heure si vous voulez. On va voir les choses concrètement. Quand on parle des États-Unis, il y a une relation d'alliance. Alors l'alliance des États-Unis, bon, je vais faire une petite liste. Il y a d'abord le soutien diplomatique. Les États-Unis votent, comment dirais-je, pour empêcher que des résolutions soient prises comme Israël. Donc il y a un soutien diplomatique général. Il y a des apports financiers et des apports militaires. Vous savez que les États-Unis, en fonction d'un accord précédent, de l'accord de paix avec l'Égypte, alloue 3 milliards de dollars par an à Israël, qui doit d'ailleurs les redépenser aux États-Unis, ce qui est une subvention pour l'industrie américaine, mais qui arrange beaucoup Israël, parce que derrière ces 3 milliards, vous avez l'aviation, vous avez des choses comme ça. Donc c'est absolument décisif. C'est pas une petite, c'est pas un petit quelque chose, c'est quelque chose d'essentiel dans la survie et la force stratégique d'Israël. Il y a aussi l'intrication des entreprises. Vous savez qu'Israël vend des entreprises. Drôle de commerce, mais Israël vend des entreprises. Je crois que dans les 8 dernières années, c'est plus de 700 startups qui ont été vendues. Vous avez une espèce d'intrication, parce qu'en même temps, les entreprises américaines viennent en Israël, vous avez une intrication des entreprises. Donc c'est une manifestation d'alliance et de solidarité. Enfin, vous avez toute une coopération logistique, du renseignement, etc. On a affaire à deux pays alliés. D'accord ? D'accord. Alors, moi, cette alliance, je voudrais quand même mettre des bémols. Et surtout, enlever des esprits quelque chose qui vient mécaniquement dans la bouche des gens. C'est consistant à dire que Israël est une espèce de protecteur. Et que si Israël est en grande difficulté, le protecteur viendra le soutenir. Et voilà. Et donc, quelque part, Israël serait un enfant, hein, un bébé choyé. Peut-être que les Américains sont avant tout américains, et que Israël doit être un adulte, et ça veut dire avoir à se défendre en s'associant à d'autres, mais en comptant sur lui-même. Je voudrais vous dire quelques mots, alors là, qui sont sans doute inattendus pour vous, sur le passé des relations, parce que quand on projette une relation sur l'avenir, il faut quand même voir le passé. La Shoah. Vous savez que les anglo-saxons ont été extrêmement, je dirais, indifférents au moment de la Shoah. Vous savez, vous ne savez pas. Je pense à quoi? Je pense d'abord, par exemple, aux Anglais. Les Anglais, il y avait un livre blanc qui interdisait aux Juifs d'aller en Palestine, entre guillemets, à l'époque. Et on l'a interdit, effectivement. Ça veut dire que les réfugiés qui fuyaient le nazisme, eh bien, sont tombés sur un mur. Ils n'ont pas pu quitter l'Europe, ils n'ont pas pu sauver leur vie. Et ça, c'était une décision délibérée de l'Angleterre en fonction de l'engagement qu'elle avait pris, le livre blanc. Les Américains, je vais vous dire, c'est pas mieux. Il y a eu... voilà, c'est des choses qui passent un peu à côté, mais choses que vous n'entendrez pas souvent. Les Américains, avec les Anglais, d'ailleurs, en 1943, ont fait une conférence dont personne ne parle, qui s'appelle la conférence des Bermudes. C'était une conférence qui était faite pour aider, pour s'occuper des réfugiés juifs qui avaient quitté l'ère d'Asie et des juifs déplacés par la Shoah, d'accord, par les exactions nazies. Elle s'est réunie aux Bermudes, ça veut dire loin de tout, c'était une demande des sionistes et c'était une demande des organisations juives. Eh bien, il faudra l'étudier un jour de façon sérieuse, il faudra faire des thèses sur cette conférence des Bermudes. Le résultat, ça a été néant. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a été décidé de ne rien faire. De ne rien faire. Alors qu'ils pouvaient, on était en 43, la Shoah c'est surtout 43-44, ils auraient pu agir. Donc je veux dire, les Américains n'ont pas été très extraordinairement, des soutiens du peuple juif à l'époque. Je voudrais dire aussi quelque chose qui ne se dit pas, parce qu'on ne le sait pas parfois, c'est que inversement, les Juifs ont économisé des centaines de milliers de vies américaines. Alors à quoi je fais allusion? Je vais faire bref, parce que sinon il faut faire une conférence dessus. Je pense à la bombe atomique. Je ne sais pas si vous savez que la bombe atomique a été décidée par les Américains, par Roosevelt, à partir d'une lettre que lui avait fait Einstein. Il y avait à l'époque, dans les années 35-38, il y avait 100 scientifiques dans le monde qui étaient capables de voir qu'il était possible d'engendrer des réactions nucléaires à partir de l'uranium et de faire une bombe nouvelle, quelque chose d'absolument nouveau. Ils étaient 100. Sur les 100, il y avait 50 juifs. Sur les 50 juifs, un groupe s'est constitué et a demandé à Einstein de recourir à...
Et ensuite, la bombe, il a fallu la faire. Ça a été le projet Manhattan. Le projet Manhattan a été conduit par des juifs. Il a été conduit par des juifs. Ce qui fait qu'on disait à l'époque, et aujourd'hui on ne dit plus du tout, que la bombe atomique était une bombe juive. Ça veut dire qu'au moment où les Américains ne faisaient rien sur le plan de la Shoah, grâce à la technologie juive et à l'effort juif, eh bien ils ont pu, non pas aller à pied à Tokyo, ça aurait été des centaines de milliers de morts, mais y aller après avoir lancé de bombes qui ont anéanti le régime fasciste D'accord? Donc on n'a pas forcément une dette immense vis-à-vis des Américains. Hein? On a une conjonction d'intérêts. Bon, alors voilà, le passé est ambivalent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Eisenhower à un moment a voulu courtiser Nasser. Et vous savez de quoi on entendait parler à cette époque-là? On est dans les années 50. On entendait parler du Negev occupé. Aujourd'hui, on vous parle des territoires occupés. C'était le Negev occupé. Le Negev occupé parce qu'on voulait le rattacher à l'Égypte et faire un pont avec la Jordanie. Vous voyez comment les Américains, puissance énorme, peuvent traiter un petit poussé, et à l'époque c'était encore un petit peu plus petit poussé qu'aujourd'hui. Si vous voulez, la relation entre Israël et les Américains, c'est comme si vous vous promenez avec un éléphant. D'accord? Ça veut dire que si vous faites un faux pas, vous tombez sur l'éléphant, il s'en apercevra pas. Mais si l'éléphant il fait un faux pas, ça sera difficile pour vous. Voilà. Donc, voilà pour l'Amérique. Hein. Il faut être très très prudent avec l'Amérique. Alors, aujourd'hui, il y a des divergences majeures entre Israël et l'Amérique. Surtout, en tout cas, avec l'administration Obama. Mais l'administration Bush, c'était pas mieux, contrairement à ce qu'on croit. Vous avez un soutien extrêmement puissant de l'Amérique aux Palestiniens, sans voir les conséquences qui peuvent être, qui touchent à la survie d'Israël. Ils ne les voient pas et ils s'en moquent. Leur problème, eux, c'est de rétablir et d'améliorer leur relation avec le monde arabe, d'améliorer leurs liens, leur image, de créer une situation dans laquelle ils ont à être moins présents. Et si les Arabes demandent la Judée, la Samarie, la division de Jérusalem, on leur donne. Même si en leur donnant, on aura éventuellement plus de guerre qu'on en a si on ne leur donne pas. On a vu Gaza. Hein, Gaza a été évacué parce que Sharon n'a pas pu résister à la pression de Bush. Pression silencieuse. Pression silencieuse. Et puis on a aujourd'hui un front. Hein, Bush est rentré chez lui, il est dans son ranch. Et puis Israël, il a un front. Ça veut dire il a je ne sais combien de fusées qui peuvent atteindre les Tel Aviv. 200 paraît-il aujourd'hui. Le Hamas, le djihad, des tunnels, etc., etc. 10 000 missiles. C'est le cadeau de Bush, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas ça d'Israël. Hein. Mais en même temps, les États-Unis sont un ami et un allié absolument indispensable. Vous voyez cette ambiguïté, c'est une relation névrotique. Moi, je ne sais pas comment font les dirigeants israéliens pour survivre. Il faut être dans deux mondes opposés au même moment, vous voyez. Voilà, c'est très très compliqué. Mais il faut croire que quelque part, il y a des gens qui ont des nerfs et qui sont capables. L'Europe. Alors l'Europe, vous allez me dire, c'est plus simple. L'Europe, écoutez, il y a un aspect très positif. Je me rappelle d'une conférence il y a très peu de temps à Paris, et il y avait un Israélien qui s'appelle Wistrich qui avait fait une intervention en me disant « Mais vous oubliez quelque chose ?» J'avais fait toute une liste de points de convergence entre l'Europe et Israël, j'avais oublié un. Enfin, je n'avais pas oublié, je n'avais pas le temps de le développer. Alors la collaboration entre Israël et l'Europe, elle est fondamentale pour Israël. Paradoxalement, parce qu'Israël est riche. Pourquoi est-ce que le fait qu'il soit riche le rend dépendant? C'est que quand vous êtes riche, hein, vous êtes forcément dans des relations de transaction. Quand vous êtes pauvre, vous mangez des bananes ou des cacahuètes, vous trouverez toujours des bananes et des cacahuètes et puis vous dépendez de personne. Par contre, quand vous avez un pays hautement développé, la survie de ces entreprises, la diffusion de sa technologie n'est possible qu'à condition qu'il y ait des gens qui la reçoivent et qui rentrent dans des systèmes de transaction et de coopération. Israël ne peut pas vivre sans coopération. Donc Israël ne peut pas vivre sans son lien avec l'Europe. Vous voyez? C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce qu'il est riche. Et plus il sera riche, plus il aura besoin d'une relation de coopération. Ça complique encore les histoires. Alors, l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. C'est un partenaire, bien sûr, pour les sciences et les technologies. Je ne vais pas développer, mais il y a beaucoup de choses qui se font. On coopère dans le renseignement. L'Allemagne fournit, par exemple, les sous-marins Dolphin. Vous savez, la classe Dolphin, qui sont des sous-marins qu'on peut doter d'ogives nucléaires. Le Hamas a été traité comme organisation terroriste. Vis-à-vis de l'Iran, paradoxalement, l'Europe a été plus ferme que les États-Unis, donc c'est très important pour Israël et l'Europe. Et en même temps,
L'Europe finance des ONG qui font une guerre idéologique à Israël absolument terrible. Elle finance carrément les forces ennemies d'Israël. On s'est aperçu que quand on a fait le bilan des fonds transférés par l'Europe aux Palestiniens, qu'il manquait 2,5 milliards d'euros. C'est beaucoup, 2,5 milliards d'euros. Et une partie de ces fonds, on est allé voir à Gaza, on s'est aperçu que les fonctionnaires qu'on payait n'existaient pas, etc. Ça veut dire en fait c'est de l'argent qui allait directement aux milices. Voilà. On a continué, une fois que ça a été identifié par la Cour des comptes européenne, on a fait comme s'il ne se passait rien. D'accord ? Ça veut dire on finance quelque part, y compris le terrorisme, depuis l'Europe, de façon totalement, comment dirais-je, en le sachant parfaitement. Et voilà. L'Europe a fait aussi quelque chose de terrible pour Israël, c'est ce qu'on appelle les lignes directrices. Je ne vais pas vous développer ces techniques. En juillet 2013, l'Europe a pris des décisions qui consistent en gros à refuser d'avoir des relations technologiques ou économiques avec des entreprises israéliennes qui auraient quelques relations que ce soit en Judée et en Samarie. Vous voyez ? Ensuite, l'Europe vote contre Israël dans toutes les instances internationales, etc. etc. Donc, l'ami est ennemi. Pourquoi ça? Je crois que c'est assez simple. Hein. L'Europe veut établir des liens très étroits avec le monde arabe. L'Europe veut tirer les avantages politiques, c'est-à-dire quand il y a des votes ou quand on veut avoir de l'influence. Donc on a ce monde arabe avec soi. Et puis c'est la sécurité sur le plan d'énergie, c'est de l'argent qui rentre, plus financier entrant, c'est aussi des marchés. Donc les choix de l'Europe sont très clairs et ce sont des choix ambigus. Parce que l'Europe, à la fois soutient Israël, et des fois de façon, comment dirais-je, souterraine, et à la fois est antagoniste. Donc Israël doit encore jouer avec ça. Hein, des gens qui vont le massacrer sur le plan idéologique, sur le plan de la propagande, l'humilier dans les relations diplomatiques, et qui ont besoin d'Israël en même temps. C'est très 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 particulier comme situation. Alors la fatigue stratégique. Allez, je vous en parle, la fatigue stratégique. Quand vous prenez un coup de poing dans le plexus, vous savez ce qui vous arrive? Vous avez un souffle, là. Vous avez un moment où vous ne pouvez plus. Hein. Eh bien, l'Occident a connu, dans les 30 dernières années, peut-être plus, une série de coups de poing dans le plexus dont il ne s'est pas remis aujourd'hui. Et tout ce qui se passe autour de nous, au niveau planétaire, c'est lié à ça. Alors qu'est-ce que c'est les coups dans le plexus? Par exemple, la guerre du Vietnam. Les Américains perdent la guerre du Vietnam. En 1975, ils quittent Saigon, ils quittent en se sauvant, hein, sous la mitraille de ce qu'on appelait le Viet Cong. La conséquence, ça a été quoi? Ça, c'est un coup dans le plexus, vous savez, pour l'Amérique. Conséquence, ils ont élu, l'année suivante, en 1976, Carter. Carter, le président américain le plus ridicule, le plus peureux, le plus tout ce qu'on voudra, celui qui a mis sur son trône Khomeini, ça veut dire la révolution iranienne, enfin, une véritable catastrophe. L'Amérique avait les bras ballants. Après, il y a eu Reagan, ça a tout changé. Mais ensuite, il y a eu l'Irak. L'Irak. Deuxième coup dans le plexus. Et qui en élit? Obama. Quelqu'un qui arrive avec des déclarations disant « Je suis le grand défenseur de l'islam », c'est-à-dire « Je combattrai pour les agressions qui sont faites contre les hommes partout ». Quelqu'un qui ne fait pas son job directement, voilà, qui accentue des tendances antérieures. Il ne faut pas croire qu'Obama, c'est quelqu'un qui arrive comme ça. Hein, il accentue des tendances antérieures. Mais ils ont pris un coup dans le plexus. Donc, aujourd'hui, l'Amérique est en train de devenir isolationniste. L'Amérique n'a pas la force de se battre. Et elle n'a pas la force de se battre à un moment crucial, au moment où l'Iran est en train comment dirais-je, d'acquérir un armement nucléaire. L'Europe et la France. Si on prend l'histoire de France depuis un demi-siècle, qu'est-ce qu'on a? On a une défaite et la collaboration. Honte collective. On a la guerre du Vietnam. Dien Bien Phu, on a perdu la guerre du Vietnam. On a la guerre d'Algérie, on a perdu la guerre d'Algérie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, coup dans le plexus, l'Europe perd son identité, perd son dynamisme, perd son autorité, et donc la doctrine de l'Europe, c'est le désarmement, c'est le soft power, ça veut dire surtout pas l'utilisation de l'arme militaire, donc très différent d'Israël, qui est obligé de se défendre par des moyens militaires, l'idéologie de la repentance, c'est la religion des droits de l'homme, on ne va pas développer là-dessus, mais ça en fait partie. C'est aussi un déclin démographique relatif et absolu. Vous avez des pays d'Europe qui perdent la population, comme l'Espagne par exemple. Hein. Voilà. Donc, une deuxième zone, c'est les alliés d'Israël. Hein. Les alliés d'Israël, eh ben, ils sont KO debout. C'est un petit peu ça qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc l'Occident s'efface de l'histoire planétaire.
Alors, maintenant, je voudrais parler de la cohésion interne. Vous vous rappelez, hein, tout à l'heure, on avait les ressources, dans les facteurs de la situation stratégique, il y avait les ressources, il y avait les alliances, ensuite la cohésion interne. Je vais vous donner un exemple de paradoxe israélien, mais enfin, ça marche quand même. La plus grande université d'Israël, à ma connaissance, c'est l'université de Jérusalem. Il y a 2 ans, une personne a reçu le grand prix de l'université. C'est une grande université, l'université de Jérusalem. Il y a eu des prix Nobel. Et elle a eu le grand prix de l'université. Et bizarrement, c'était simplement une personne qui faisait la mémoire. Elle devait être à Bac+3 ou Bac+4, alors qu'on a des docteurs qui ont une réputation internationale. C'est elle qui a eu le prix. Et vous savez pourquoi elle a eu le prix? Elle avait fait un mémoire. Vous savez sur quoi le mémoire? C'était l'accusation des soldats d'Israël d'être des racistes parce qu'ils ne violaient pas les Palestiniennes. C'est dingue ce que je vous raconte. Voilà ce que voilà, on démontrait le racisme de l'armée israélienne parce qu'ils ne voulaient pas les Palestiniens. Et elle a eu le grand prix de l'université de Jérusalem. J'étais à 2 ans. C'est extraordinaire, hein? Il n'y a que dans l'État juif qu'on voit ça. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est l'élève de l'histoire. Une juive ou une non-juive? Une juive, bien sûr. Ah mais c'est pas la religion qui joue là, je dois dire. Bon, dernière chose, on va passer très vite, c'est l'image du pays. L'image est un facteur de sa force stratégique, de sa puissance stratégique. Je regarde la montre en même temps. L'image, ça veut dire la façon dont il est vu. Alors, vous savez, en gros, pourquoi c'est important l'image? Vous voyez, dans la décision démographique, j'ai fait un petit quelque chose là. Vous voyez, il y a d'un côté, quand on prend une décision, les décideurs, l'État, part de faits objectifs, les intérêts, les moyens disponibles, le rapport de force. Donc avant de prendre une décision, on voit si elle est possible et si elle... Mais on voit aussi l'état de l'opinion, un élément psychologique. Pour vous donner un exemple, vous avez aux États-Unis actuellement une direction qui est extrêmement anti-israélienne, enfin, qui a vraiment, enfin, Obama, il a un passé, il faut voir ce que c'est. Eh bien, il peut pas agir facilement parce que vous avez une opinion américaine qui est extrêmement pro-israélienne et qui bride le pouvoir de gens comme Obama. Inversement, en Europe, vous avez une opinion qui est extrêmement anti-israélienne, donc qui rend extrêmement facile les mesures comme les lignes directrices qui sont un véritable scandale. Vous voyez, voilà, donc l'opinion. Voilà. Donc c'est un enjeu, bien sûr. Alors, très rapidement, en Europe, l'image d'Israël est très mauvaise. C'est que 53% des Européens considèrent que c'est un pays dangereux et porteur de guerre. Aux États-Unis, inversement, Israël, pour des raisons diverses, y compris religieuses, Israël, on l'adore. Et on l'adore de plus en plus. En plus, c'est pas un phénomène momentané, c'est un phénomène de plus en plus. Donc, cette image d'Israël aux États-Unis, c'est extrêmement précieux. Elle est en train de se dégrader très fortement dans les universités. Donc, c'est un des champs de bataille aujourd'hui. Ce devrait être un des champs de bataille de la communauté juive. Ça l'est en partie, mais c'est très difficile. Ensuite, vous avez dans le monde. Oh, non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Dans le monde arabe. Dans le monde arabe, alors vous imaginez bien qu'en termes statistiques, l'image d'Israël est très très mauvaise, mais je suis sûr qu'elle est moins mauvaise que ce qu'on croit, parce qu'on a tellement d'échos qui viennent du monde arabe, qui regardent Israël avec un certain intérêt. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Un ami, je publie plusieurs documents, par exemple ce document, j'en ai apporté quelques-uns, vous l'emporterez, et qui se présente sous la forme d'un petit journal, mais qui se présente aussi sous la forme d'un PDF, d'un fichier. Et je l'envoie à 16 000, 18 000 personnes. Et un ami m'a dit, tiens, je vais te donner 1000 adresses d'arabes. Alors je dis, d'arabes? Comment tu as des adresses d'arabes? Comment tu sais que c'est des adresses d'arabes? Il me dit, mais c'est tout simple. Il y a au Maroc un groupe qui se demande pourquoi nous, Marocains, nous sommes dans une telle difficulté alors qu'en Europe, alors que nous n'avons aucune raison d'être arriérés. Et ils essayent de savoir pourquoi. Alors ils se posaient des problèmes dans le genre, l'âge de nos dirigeants, des choses comme ça. Et ils se liaient, donc il y a eu un jour un mail où il y avait 1000 noms d'arabes. Donc ces 1000 noms, moi je leur envoie bien sûr en priorité ce document. Écoutez, j'ai très peu de désabonnements. Ça veut dire qu'ils le lisent, qu'ils le regardent. D'accord? Alors que des fois en France, vous avez des gens qui se désabonnent en disant je ne veux pas entendre parler de ça, etc. Ils sont curieux. D'accord? Et je suis persuadé qu'il y a des ponts à créer. Voilà. Ensuite, Asie, je crois que l'image d'Israël est très intrigante. Les Chinois n'arrivent pas à comprendre Israël. En disant comment
ils sont 3 chats et demi, et puis ils font tant de prix Nobel. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et donc, ils sont dans l'étude d'Israël. Il y a une série de bouquins en Chine, il y a une série de bouquins de poche sur comment font les Juifs, etc. En disant, ils ont des secrets, eux, et ben on va essayer d'avoir leurs secrets. Mais ils étudient même la Gemara et tout ça pour oui, absolument. Alors, ça, vraiment connaître. voilà. Donc, Israël fascine la Chine. L'Inde a d'excellentes relations avec Israël. Beaucoup de relations, et puis bon, elles sont aussi stratégiques, je ne vous donne pas les détails. Donc, si vous voulez, quelque part, Israël a aujourd'hui des problèmes avec le cœur de ses alliances, l'Europe. C'est ça le problème. Hein. Eh bien, il faut faire avec. Et Israël arrive à faire avec. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui pourraient faire avec. Voilà pour l'image. Donc, je vous ai donné, en combien? Ça fait 3 quarts d'heure que je parle, j'espère que vous avez donné encore un petit peu d'énergie. Il y a quand même 2 questions à voir encore. Les 2 questions, c'est la question des négociations, vous voyez, israélo-palestiniennes, qui viennent de se rompre de façon extrêmement violente. Et puis la dernière question, c'est la question de l'Iran. Alors là, je vais absolument vous en parler. On essaye de continuer? Allez, on continue. Alors écoutez, les positions initiales, quand on a... Alors d'abord, la notion de l'opportunité des négociations. Vous savez, il y a un organisme en Suède, qui existe qu'en Suède. C'est une base de données sur tous les conflits du monde. Donc c'est une base de données où tous les conflits sont répertoriés, comment ils se passent, quel est leur développement, comment ils se terminent. On a repéré dans cette base, c'était jusqu'en 2011, on a repéré 150 conflits asymétriques. Ça veut dire que c'était entre un État et puis un non-État. C'est un petit peu comme Israël, vous voyez. C'est pas un conflit entre 2 États qui sont face à face. 150 conflits. Il y a eu 150 conflits jusqu'en 2011. Sur ces 150 conflits, vous savez combien de conflits sont terminés par un accord de paix? 8. Tous les autres, ils se sont terminés, mais autrement que par un accord de paix. On va dire, c'est bizarre. Quand on a terminé le conflit, on fait un accord de paix. Pas sûr. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de Chypre. Vous savez que Chypre était un pays chypriote, où il y avait des musulmans et puis des Grecs chypriotes. Et puis, dans les années 70, il y a eu des soulèvements, parce qu'il y avait des musulmans, et la Turquie est intervenue. Et la Turquie a annexé à peu près le tiers, le nord de l'île, à peu près le tiers de Chypre. Et comme elle a annexé, elle a aussi envoyé des colons turcs, alors qu'ils n'avaient jamais vécu là-bas, hein. Ils sont allés, ils sont en Turquie. Donc Chypre est un pays qui a connu une guerre civile, hein. Ça a été quelque chose de très violent. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez parler de la situation de Chypre, mais si vous en entendez parler, c'est que vous vous y intéressez. Parce que... Oui, oui, mais bon, vous avez entendu parler d'une guerre à Chypre? Non. Imaginez maintenant que je m'appelle John Kerry, je suis secrétaire d'État américain et je dis il faut un traité de paix entre les Turcs et les Chypriotes. Vous êtes sûr que si on fait ça, vous êtes sûr que vous allez avoir la guerre? Pourquoi? Parce que quand vous faites un traité de paix, vous faites remonter à la surface tous les problèmes, toutes les difficultés, etc. Et le résultat, eh ben, c'est que vous mettez du carburant, n'est-ce pas? Vous mettez des bûches dans le feu, n'est-ce pas? Et à l'évidence, chaque fois qu'il y a eu... Hein, c'est pas que je suis contre, enfin il faut trouver des systèmes pour résoudre le problème. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de système. Mais chaque fois que vous avez un processus de paix, vous avez une guerre qui va avec. Bon. Est-ce que quand je parle de paix, vous pensez vraiment qu'un jour on aura une paix? Écoutez, on va voir ensemble. Je vais vous laisser répondre à la question. Je ne sais pas, on va voir après comment on peut poser le problème. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que c'était pas forcément opportun, dans une situation où il n'y avait pas de violence, d'introduire des négociations qui allaient réactualiser tous les problèmes et aller mettre les dirigeants, aller acculer les dirigeants. Parce que si vous dites à M. Mahmoud Abbas de signer la paix, en même temps, il signe pratiquement sûrement son arrêt de mort. D'accord? Donc c'était pas très élégant pour lui. Voilà. Alors, au départ des négociations, ce qui est caractéristique, c'est l'écart entre les positions. Voilà les positions. Exigences d'Israël. Alors, ce que j'appelle les exigences d'Israël, c'est ce qu'Israël ne peut pas négocier. C'est très important cette idée. On ne peut pas négocier. On ne peut pas. Quoi, par exemple? Par exemple, Jérusalem. Alors, vous avez les Américains, vous avez les Palestiniens qui disent on va diviser Jérusalem. Écoutez, on ne va pas faire un cours sur Jérusalem maintenant, mais Jérusalem n'est pas divisable.
Elle n'est pas divisable parce que, je ne vais pas vous développer, je vais vous dire un mot dessus. Imaginez qu'elle soit divisée. Imaginez que, par exemple, à Guilo, autour de Guilo, on ait un pouvoir qui devient un pouvoir arabe, il n'y a pas de Sahel. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire les Juifs? Ils vont rester? Ils vont se faire assassiner toutes les 5 minutes? Non, ils vont partir. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on divisait Jérusalem? Eh bien, on aurait des mouvements de population monstrueux, parce que les Arabes aussi ne veulent pas être sous autorité palestinienne. Ils ne veulent pas être sous autorité palestinienne. Moralité, et ils ont souvent acheté des points de chute de l'autre côté de la ligne verte. D'accord? Donc, on aurait un mouvement de population absolument ingérable. Ça, c'est au niveau technique. Maintenant, au niveau, je dirais, spirituel, quelque part, l'enjeu de Jérusalem, vous savez qu'on vous dit souvent, je ne sais pas si on vous l'a dit, que Jérusalem était la 3e ville de l'islam. C'est faux. C'est faux pour les musulmans. Alors si on a étudié un peu Jérusalem est une ville juive et la concurrence de la Mecque et de Médine. D'accord? Donc pas du tout. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est mettre à Jérusalem l'organisation de la conférence islamique et en faire un tremplin de leur guerre, comment dirais-je, de leur guerre, comment dirais-je, morale, de propagande. Alors deuxième question, on pourra passer un petit peu vite, les frontières. Alors vous savez, on emploie le mot frontière de 67. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de frontière en 67. Vous savez que ce sont des lignes de séparation des armées. Et quand on a fait des accords en 49 pour séparer, après la guerre d'indépendance, pour séparer les armées, Israël voulait signer des traités de paix, se dire voilà, ça c'est la frontière, ça veut dire ça a une valeur juridique. Et les Arabes ont tenu, alors moi j'ai lu les textes, prenez l'accord de 49 entre la Jordanie et Israël, les Arabes ont tenu à écrire, mais peut-être 5 ou 6 fois dans le texte, la ligne que nous venons de tracer n'a qu'une valeur militaire de démarcation, et il n'est absolument pas question d'en faire une ligne de, comment dirais-je, de lui donner une valeur dans la répartition ultérieure des territoires. Ça veut dire que les Arabes ont absolument tenu à dire ce n'est pas une frontière, c'est une ligne de démarcation. Et voilà. Donc il n'y a pas de frontière de 67, ça n'existe pas. Même si vous le tendez dans la bouche du président, des présidents français ou du président américain. Donc Israël dit il faut négocier. Voilà. Bon, la vallée du Jourdain. Oh zut, je fais une erreur. La vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, c'est, si vous voulez, la porte d'entrée, je dirais, du djihadisme dans la zone. C'est-à-dire que si la vallée du Jourdain n'est pas contrôlée par Israël, eh bien on a la Knesset qui va être à, je ne sais pas moi, à 200 mètres de n'importe quel missile qu'on porte sur le dos, vous savez, etc. Donc je veux dire, le contrôle de la vallée du Jourdain, c'est ça où Israël va avoir la guerre à 2 pas de ses institutions. C'est pas possible. Pour Israël demande un État démilitarisé, bien sûr, pour les Palestiniens, parce qu'ils sont dans la même zone, donc s'il est militarisé, il y aura la guerre. Le retour des réfugiés, on ne peut pas. Et il demande 2 choses toutes simples, Israël, c'est que si on fait un traité, ben ce traité prévoit 2 choses. D'un côté, la fin des revendications, et de l'autre, la fin du conflit. Et les Palestiniens ne veulent ni de la fin des revendications, ce qu'on fait encore une erreur, ni la fin du conflit. Alors, comment je fais là? Voilà. Voilà, donc vous avez des positions, on ne voit pas comment on peut les rapprocher. Et ben, comme on ne voit pas comment on les rapprocher, ben, elles ne se sont pas rapprochées, tout bêtement. Voilà. Donc on avait des positions inconciliables, je continue. Qu'est-ce qu'a cherché Mahmoud Abbas? Ben, il veut 2 choses, c'est tout simple. Hein. Vous savez, chez les Palestiniens, ils disent une théorie des étapes, qui consiste à dire, ben, on va manger le couscous cuillère par cuillère, on va passer d'une étape à une autre. C'est une décision qu'ils ont prise d'ailleurs, c'est écrit dans un texte de juin 1974, une résolution du Conseil palestinien. Et donc, on fait les choses par étapes. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que veut Mahmoud Abbas, il veut la division de Jérusalem, bien sûr, et il veut que les frontières d'État passent aux lignes de 67. Et il ne veut pas qu'on dise qu'il y a la fin du conflit. Donc il prépare la possibilité de continuer les choses. Donc, bien sûr, Israël ne peut pas accepter ça. Par contre, alors comment il compte s'y prendre pour... Alors ça, c'est l'actualité à venir. Hein. Ça, c'est ce qui va venir dans les mois qui viennent. Pression sur l'Occident. Il va aller à l'ONU, il va demander l'admission comme État membre, et à partir de là, il va demander le TPI, c'est-à-dire le passage devant comment dirais-je,
l'assignation des dirigeants israéliens auprès du tribunal pénal international. Il menace non pas d'un accord avec le Hamas, il l'a passé. Il veut développer des violences, il veut développer des campagnes BDS. Alors tout ça a été inscrit dans un texte qui est disponible. C'est un texte en anglais de Saeb Erekat, le premier négociateur palestinien, où le plan est exposé de façon très claire. Alors, il y a une menace qui me fait un peu rire, c'est la menace d'autodissolution de l'autorité palestinienne. Ils disent on va se dissoudre, donc Israël va être obligé d'occuper la Judée et la Samarie, et puis ça va coûter 3 milliards de dollars par an à Israël. Je suis obligé de dire ce qui me traverse l'esprit quand je dis là. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des Arabes israéliens. Tout le monde sait qu'il y a des Arabes israéliens. En Galilée, il y a beaucoup d'Arabes israéliens. Et vous savez qu'en Galilée, il y a un triangle. Une zone où les Arabes sont très 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 nombreux. Et bien sûr, Israël a une idée, c'est puisqu'on doit faire des swaps, ça veut dire des échanges de terres, eh ben, une partie de cette zone reviendrait au futur État palestinien. Les gens ne bougeraient pas de la maison, hein. On tracerait de nouvelles lignes administratives. Les gens ne bougeraient pas de la maison, rien ne changerait pour eux. D'accord? Eh bien, allez comprendre, mais les Arabes, ils ne veulent pas. Ils veulent absolument être sous autorité israélienne. Bah c'est comme ça. Pourquoi? Mais vous imaginez bien, ils savent ce qui leur arriverait. Bon. À Jérusalem, vous savez, Jérusalem, c'est une ville partiellement arabe. Il y a, je sais pas, 35% de la population à peu près, je pense, qui est arabe à Jérusalem. Il y a des quartiers arabes à Jérusalem. On a fait des sondages. On leur a demandé qu'est-ce que vous feriez si jamais il y avait division de la ville. Et devinez la réponse. Surtout, on ne se mettrait pas sous l'autorité palestinienne et on trouverait un moyen quelconque quitter Jérusalem pour être sous autorité israélienne. Parce qu'il y a la sécurité sociale, parce qu'il y a la liberté, parce que, etc. Ce qui fait que si jamais Israël était obligé de reprendre la Judée et la Samarie complètement, je vais vous dire, mon petit doigt il me dit qu'au bout d'un certain temps, les Arabes seraient tellement contents d'avoir ce type de régime par rapport à celui qu'ils viennent de connaître, que je pense qu'il les empêcherait de partir. Vous voyez ? Ce bouquin démontre, alors pour vous donner une idée des raisons, parce que vous allez me dire, bon, une démonstration, qu'est-ce que c'est? Une idée, une petite idée. Il prend l'exemple de Cuba. Vous savez que Cuba, était dirigé par aussi un leader Maximo, mais qui était quelqu'un de rationnel, qui était très habile, etc., politiquement. Il y a eu la crise de 63, la crise des fusées, je ne vais pas vous la développer, mais à ce moment-là, Castro était sûr que les Américains allaient envers Cuba et détruire son régime. Il en était sûr. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à Khrouchtchev, et on a les lettres, de frapper, d'opérer des frappes nucléaires sur les États-Unis. Il savait que si les Russes faisaient ça, Cuba serait rayé de la carte. Mais le plus important pour lui, c'était son régime. Et donc l'homme qui avait été rationnel pendant des décennies, il devenait plus rationnel du tout. Il y a un deuxième exemple du même type, c'est l'exemple de Saddam Hussein. Quand Saddam Hussein, en 1991, a cru vraiment que les Américains, après avoir libéré le Koweït, allaient détruire son régime, qu'est-ce qu'il a fait, Saddam Hussein? Ça, on le sait ou on ne le sait pas. Mais il a commencé par mettre le feu au puits de pétrole du Koweït. Pas pour qu'on ne puisse pas utiliser ce pétrole, mais parce qu'il était prévu qu'il y allait avoir un hiver nucléaire. Ça veut dire qu'on n'arriverait pas à éteindre ces puits, 700 puits. Et qu'il y aurait des particules qui allaient aller dans l'atmosphère, qui allaient faire un hiver nucléaire, qui allait modifier le climat localement. C'est une théorie comment dirais-je, qui existe beaucoup dans le domaine de, comment dirais-je, les hypothèses sur la guerre nucléaire prévoient toujours un hiver nucléaire. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a jeté à la mer entre 4 et 8 millions de barils de pétrole en y mettant le feu, qui ont parcouru, ces 4 et 8 millions, qui ont parcouru 1300 km, ça veut dire en allant jusqu'aux côtes de l'Arabie Saoudite. Multiplier les liens avec Israël, comme vous le disiez, il faut qu'on identifie des alliés potentiels, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs, et qui ont notre tempérament. C'est pas facile, parce qu'on a des gens qui pourraient être proches de nous, mais qui ne sont pas des gens fréquentables. Je ne dois pas développer là-dessus. Mais on a des alliés potentiels, extrêmement nombreux. Et puis il faut être capable, d'un côté, de se défendre, ça veut dire de démontrer à quel point les procès qui sont faits à Israël sont, dans 98% des cas, des procès idéologiques et erronés. Mais aussi, ça c'est la défensive, il ne faut pas tous se défendre, il faut aussi être offensif, mais aussi montrer à qui on a affaire. Par exemple, récemment, j'ai traduit un article
sur la vie de Mahmoud Abbas, qui donne une idée du bonhomme, parce qu'on ne le connaît pas, Mahmoud Abbas. Au niveau de l'opinion française, Mahmoud Abbas, c'est un dirigeant relativement modéré, etc. Quand on connaît sa vie, on risque d'avoir des opinions différentes, et donc de mettre à distance la propagande qui émane des milieux qui sont proches de lui. Merci à tous.